Dans la Rome antique, imaginez qu'au lieu d'envoyer un robuste cavalier monté sur un cheval rapide pour livrer un message important, on utilisait un vieux type tout maigre perché sur un âne tout chétif. Et malgré ça, la lettre arriverait presque instantanément. Vous vous dites sûrement, c'est impossible. Et cette réaction est parfaitement normale. Pourtant, quand vous allumez une lumière, vous êtes confronté chaque jour à ce genre d'impossibilité. Au moment exact où vous appuyez sur l'interrupteur, l'ampoule s'illumine aussitôt. Bonjour à tous! On a l'impression évidente que l'électricité, c'est un flux d'électrons qui traverse les fils pour transporter l'énergie jusqu'à la lampe. D'ailleurs, cette idée reçue se cache même dans les mots que nous utilisons. Rien que l'expression courant électrique donne l'impression que les électrons s'écoulent tranquillement à travers les câbles, comme de l'eau dans une rivière. Mais en réalité, les électrons bougent à peine. Vraiment. Dans un fil électrique ordinaire, les électrons avancent à une vitesse dérisoire, de seulement quelques millimètres par seconde. Autrement dit, si l'énergie ne se transmettait qu'à travers leur déplacement, il faudrait plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant que l'ampoule ne s'allume. Alors, si les électrons se traînent aussi lentement, qu'est-ce qui allume réellement la lumière? Sur Perduchan, découvrons ensemble la réponse à ce mystère. Une fois cette vidéo terminée, je vous garantis que toutes vos certitudes vont s'effondrer. Parce que l'électricité n'a absolument rien à voir avec ce que vous imaginez. Et ce n'est que le tout début. Des électrons lents, une lumière rapide. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord oublier complètement cette image qu'on nous apprend à l'école, celle où les électrons circulent dans un fil comme de l'eau dans une canalisation. Parce que c'est totalement faux. Bien sûr, les électrons bougent, mais leur mouvement n'a rien d'un courant violent. C'est plutôt une lente dérive presque imperceptible au milieu d'une agitation thermique complètement chaotique. Les électrons se heurtent sans arrêt, changent de direction, tremblent dans tous les sens. Et sous l'effet du champ électrique, ils ne sont poussés que très légèrement et très lentement dans une même direction. Alors, si vous attendiez qu'un électron parti de la centrale électrique rampe jusqu'à l'ampoule de votre chambre, vous auriez le temps de devenir de petits vieux aux cheveux tout blancs avant qu'il n'arrive. Voilà la première grande erreur que la plupart des gens font lorsqu'ils imaginent le courant électrique. Les électrons libres, ceux qui ne sont pas liés aux atomes, sont déjà présents partout à l'intérieur du conducteur. Un fil électrique est littéralement rempli d'électrons libres, comme un tube bourré de petites billes jusqu'au moindre espace vide. Et quand on ferme le circuit, ce n'est pas un nouveau flux qui démarre, c'est l'état de tout le système qui change instantanément. Imaginez la scène de cette façon. Pensez à un très long train à l'arrêt. Le signal de départ est donné. La locomotive se met en mouvement. Elle pousse le premier wagon, qui pousse le suivant. Le deuxième pousse le troisième. Et avant même qu'on s'en rende compte, le signal du mouvement a atteint le tout dernier wagon. Alors que chaque wagon, lui, ne s'est déplacé que d'un tout petit peu. C'est exactement la même chose qui se produit dans un conducteur électrique. Les électrons individuels bougent à peine, mais la perturbation, autrement dit l'action électrique, traverse tout le circuit à une vitesse fulgurante. Autrement dit, ce n'est pas vraiment un déplacement de particules individuelles, mais plutôt une impulsion, une sorte de relais de force qui se transmet de proche en proche. Et d'ailleurs, il faut préciser que cette lente dérive des électrons concerne le courant continu. Dans le courant alternatif qui arrive à nos prises électriques, les électrons ne partent nulle part, ils ne font que vibrer sur place. Vous vous dites peut-être, d'accord, cette fois j'ai tout compris. Les électrons poussent les électrons voisins. Et c'est ainsi que l'énergie électrique est transmise de la centrale jusqu'à l'ampoule. Pas vrai? Eh bien, encore raté. De peu. Parce qu'en réalité, l'énergie ne circule même pas là où vous l'imaginez. La lumière plus rapide que les électrons. Avec l'exemple du train, je vous ai expliqué que l'impulsion, autrement dit la modification de l'état électrique du circuit, se propage à une vitesse extrêmement élevée. Plus précisément, elle se propage à la vitesse de la lumière. Et là, vous vous dites peut-être « Attendez une seconde ». Ça voudrait donc dire que les électrons doivent se pousser les uns les autres à la vitesse de la lumière, non?
Mais selon la théorie de la relativité d'Einstein, aucun objet possédant une masse au repos ne peut se déplacer à la vitesse de la lumière, parce qu'il faudrait pour cela une quantité infinie d'énergie. C'est justement pour cette raison qu'on construit d'immenses accélérateurs de particules bourrés d'équipements électroniques, simplement pour propulser des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Et malgré ça, vous voulez dire qu'une ampoule poussiéreuse suspendue dans les toilettes d'un village perdu reçoit de l'énergie à la vitesse de la lumière ? Alors, comment cette énergie arrive-t-elle jusque-là ? En réalité, vous avez déjà presque la réponse. Si des électrons, qui sont de la matière, ne peuvent pas transporter l'énergie à la vitesse de la lumière, alors une seule chose peut le faire, le champ électromagnétique. Et la relativité ne contredit absolument pas cela, bien au contraire. C'est précisément elle qui fixe la vitesse maximale à laquelle ce genre d'interaction peut se propager. Quand les électrons se déplacent dans un conducteur, ils créent un champ magnétique autour d'eux. Et entre les différentes parties d'un circuit où la tension varie, un champ électrique apparaît également. Ensemble, ces deux champs forment une structure électromagnétique qui transporte l'énergie toujours plus loin. Autrement dit, l'énergie ne circule pas à l'intérieur du noyau métallique du fil. Elle se déplace dans l'espace qui l'entoure. Dans ce cas, le câble électrique n'est pas une autoroute servant directement au transport de l'énergie, mais plutôt une sorte de rail de guidage qui organise le mouvement des charges et crée la forme de champ nécessaire. Dans l'exemple du train, ce rôle correspond aux rails. Le train ne roule pas à l'intérieur des rails, mais sans eux, il ne peut aller nulle part. De la même façon, les électrons sont importants, mais ce ne sont pas eux les véritables transporteurs de l'énergie. Le véritable transporteur, c'est le champ électromagnétique. Voilà pourquoi une ampoule s'allume presque instantanément. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que des électrons ont couru jusqu'à l'ampoule. Ça ne se produit absolument pas. D'ailleurs, les détecteurs capables de repérer des câbles cachés dans les murs fonctionnent précisément grâce à ce principe, selon lequel l'énergie se transmet par le champ électromagnétique. Mais si vous pensez que les étrangetés s'arrêtent là, alors vous sous-estimez encore largement ce qu'est réellement l'électricité. Le paradoxe de Faraday. Bon, cette fois tout devient clair. C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas ? Il y a un champ électromagnétique, un mouvement des charges et un transfert d'énergie. Tout semble enfin cohérent ? Eh bien non, attendez un peu, parce que l'électricité a encore un autre tour à jouer. Au XIXe siècle, Michael Faraday multipliait les expériences pour comprendre comment un courant électrique pouvait naître à partir d'un champ magnétique. Au premier abord, cela semblait simple. Lorsqu'on déplace un conducteur dans un champ magnétique, un courant apparaît. Si rien ne bouge, il n'y a pas de courant. On se dit alors, d'accord, il faut du mouvement, et plus précisément un mouvement relatif entre le conducteur et le champ magnétique. Maintenant, imaginez un disque de cuivre collé à un aimant. Si l'on fait tourner le disque, un courant apparaît. Jusque-là, cela paraît logique. Le conducteur coupe les lignes du champ magnétique. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si l'on fait tourner en même temps le disque et l'aimant, le courant apparaît malgré tout. Alors qu'il ne devrait plus y avoir de mouvement relatif entre les deux. Alors que le conducteur ne coupe plus les lignes du champ magnétique. Et pourtant, le courant est bel et bien généré. Et ce n'est même pas fini. Cette fois, si l'on fait tourner uniquement l'aimant tout en laissant le disque immobile, en général, aucun courant n'apparaît. Alors qu'ici, il devrait pourtant exister un mouvement relatif. Autrement dit, il y a du mouvement, mais aucun courant. Et il n'y a aucun mouvement, mais un courant apparaît quand même. Cette expérience, connue sous le nom de générateur homopolaire, a donné des migraines aux physiciens pendant des décennies. Aujourd'hui, la physique moderne explique ce phénomène en disant que le champ magnétique d'un aimant cylindrique symétrique ne tourne pas avec l'aimant lui-même. Le champ magnétique reste en réalité immobile dans l'espace. C'est pourquoi le disque continue de couper les lignes du champ magnétique fixe, même lorsqu'il tourne avec l'aimant. Mais si vous pensez que l'étrangeté atteint ici sa limite, la suite va devenir encore plus inattendue. Parce que dans certaines conditions, l'électricité commence à faire des choses qui dépassent complètement le cadre du bon sens. L'électricité peut même commencer à créer de la matière à partir du vide. L'effet Schwinger. Jusqu'ici, l'électricité ne faisait que bousculer notre intuition,
Mais à partir de maintenant, elle commence à ébranler notre vision même de la réalité. Cet effondrement de la réalité porte un nom, l'effet Schwinger. Nous avons naturellement tendance à penser que le vide est un espace où il n'y a absolument rien, n'est-ce pas? Ni particules, ni énergie, ni structure, un véritable néant. Pourtant, les physiciens savent depuis longtemps que c'est totalement faux. Le vide est en réalité un état quantique de champ en perpétuelle fluctuation, dans lequel des particules dites virtuelles apparaissent et disparaissent sans arrêt. Ces particules virtuelles surgissent pendant un instant infime, puis s'annihilent aussitôt sans laisser la moindre trace. C'est un peu comme une ébullition invisible. En temps normal, ces phénomènes n'ont aucun effet visible sur notre monde. Mais si l'on crée un champ électrique d'une puissance monstrueuse, appelée limite de Schwinger, d'environ 1,3 milliard de volts par mètre, alors quelque chose d'incroyable se produit. Un chiffre tellement absurde qu'il contient 17 zéros après le 13. À une telle intensité, le champ électrique parvient à capturer les paires de particules virtuelles et les empêche de s'annihiler mutuellement. Résultat, les particules virtuelles deviennent de vraies particules, des électrons et des positrons. Autrement dit, de la matière naît à partir du vide, uniquement grâce à la puissance du champ électrique. Cela voudrait-il dire que le champ électromagnétique peut devenir une machine à fabriquer de la matière, une véritable usine à matière? Et ce n'est plus seulement un rêve théorique. Les scientifiques tentent sérieusement d'approcher ces conditions en utilisant des lasers ultra puissants. En 2022, un phénomène ressemblant à cet effet a même été observé dans le graphène. On pense également que des processus similaires se produisent naturellement près des étoiles à neutrons et des trous noirs, là où les champs atteignent des intensités extrêmes. Ainsi, l'effet Schwinger détruit complètement notre idée du néant et montre que ce que nous appelons le vide est en réalité une réserve cachée, capable de faire surgir de véritables objets physiques dans certaines conditions. Mais si un champ électrique peut créer de la matière, alors où se trouve exactement la frontière entre ce qui existe déjà et ce qui pourrait encore naître? Bon, là, on entre dans des questions un peu trop philosophiques pour la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, à la fin de ce genre de vidéo, on conclut avec des phrases du style « Le monde recèle encore bien des mystères » ou « De nombreuses découvertes attendent encore l'humanité ». Mais après un sujet aussi sérieux, nous avons préféré terminer avec une petite histoire capable de vous arracher un sourire. Le moment où l'humanité a compris à quel point l'électricité allait vite. En 1746, le prêtre et physicien français Jean-Antoine Nollet décida de mesurer expérimentalement la vitesse du courant électrique. Et son expérience était, disons, plutôt hors du commun. Nollet relia environ 200 moines avec un fil électrique et les fit se placer en cercle, formant une chaîne de plus d'1,5 km. Puis il déchargea une batterie de bouteilles de Léide, les tout premiers condensateurs électriques tout juste inventés à l'époque, dans ce circuit vivant presque sacré. Résultat, le premier moine et le dernier sursautèrent exactement au même moment. Nollet comprit alors que la valeur qu'il cherchait, la vitesse du courant électrique, était incroyablement élevée. Les physiciens du XVIIIe siècle avaient quand même une manière assez spectaculaire de faire des expériences. Rien à voir avec aujourd'hui. Enfin bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir regardés. Et nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.